à rapport d'onde stationnaire constant. Donc on se déplace. Et sur l'extérieur de la bac, donc en général le réfléchi il est tout petit. Maintenant je raccourcis ou j'allonge le feeder, je plie l'aiguille dans l'autre sens, ça indique 110. Vous ne trouverez pas des bouchons dont les fréquences sont supérieures à 1 GHz. Je pense que c'est la limite. Voilà, bienvenue à ON5VL. Notre président nous a invités à faire des exposés pendant l'année et des exposés le plus possible axés sur la pratique. Alors j'ai repris un slogan d'un des OM du club. La pratique c'est montrer sans démontrer, donc il n'y aura pas de maths aujourd'hui. Youpi. Alors, à ON5VL, on aime bien aussi fabriquer des antennes ou montrer qu'on sait fabriquer des antennes. Alors, il y a des antennes HF, il y a des experts ici dans le club qui savent très bien maîtriser les antennes HF. Moi, je vous propose un autre domaine, c'est le domaine des VHF et en particulier l'UHF. L'UHF, ça commence à 435 mégas. Alors, donc aujourd'hui, le but de l'exposé, c'est de vous montrer qu'il y a moyen d'adapter une antenne par deux manières. Par un circuit pli, qui est une petite boîte, où il y a 2 condensateurs et une bobine, et un autre moyen, qui est vraiment pas cher du tout, c'est un stub. Ça demande un T-coax, 3 connecteurs et 30 cm de coax, parce qu'on est en UHF. Alors maintenant, grâce au nano VNA, on peut faire ce genre de choses d'une manière extrêmement facile. Et dans cet exposé, ce que je vais aussi vous montrer, c'est que on vous a déjà parlé de la bague de Smith, puisque beaucoup d'OM utilisent le nano VNA. Et actuellement, on se rend compte que la bague de Smith est très précieuse pour visualiser justement certaines choses. C'est ce que je vous proposerai de faire après l'exposé en live, de vous montrer avec un petit logiciel qui a moyen de calculer ce genre de choses-là, où on ne sait pas combien de centimètres il faut mettre. Eh bien là, il n'y a pas besoin de calculer. Vous prenez un logiciel de simulation, vous avez la bague de Smith et vous visualisez ce qu'on fait. Ce sera aussi une invitation pour vous à apprendre un petit peu plus sur la bague de Smith, un tout petit peu plus loin que ce que Pierre vous a déjà expliqué. R plus JX, avec des bobines, R moins JX, c'est des condensateurs. Voilà, bienvenue à l'exposé. Donc, de la pratique, c'est des expérimentations sur des antennes, pas dans des conditions de laboratoire, mais dans le jardin. Ça tombe bien, Noëlla a fait un très beau jardin avec une belle pelouse bien verte. Et donc, il y a une petite antenne UHF sur 435 MHz. De quelle antenne s'agit-il? Il s'agit d'une antenne grande plaine, c'est bien connu. Et ici, comme le but est de montrer qu'il y a moyen d'adapter une antenne, il faut fabriquer une antenne qui justement ne fait pas 50 ohms. Alors avec une antenne grande plaine, c'est facile parce qu'on met un plan bien plan, comme ceci. Et puis on met un petit élément vertical sur un connecteur, il suffit de souder un petit fil de cuivre, c'est à la portée de tout le monde. Donc tous les radioamateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas ça. Ils prennent 4 radiales qu'ils inclinent plus ou moins à 45 degrés et on remonte l'impédance de 36 ohms théorique vers les 50 ohms. Donc ici, volontairement, j'ai fait une très mauvaise grande plaine qui peut-être est avantageuse au point de vue du diagramme de rayonnement, puisque les lobes se rabattent un peu vers l'horizontale. Quand on incline les radians, le diagramme de rayonnement remonte un petit peu. Donc voilà, il y a avantages et inconvénients, mais ici, c'est pour le fun. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? Les bases de la pratique. En premier lieu, on va tailler l'élément rayonnant pour le minimum de ROS. Ici, je propose de faire l'expérience à 435 MHz. Donc, on va mettre un nano VNA et on va recouper jusqu'à ce qu'on arrive au minimum de ROS à la fréquence désirée. Donc, on va utiliser un nano VNA pour ça. Et
on va se dire, oui, mais tiens, une fois que l'antenne est adaptée, est-ce que j'ai bien un ROS qui est pas mal, proche, je vais dire, de 1, quelque chose sur 1. Et donc, on va faire quelques essais avec différents wattmètres, et là, vous allez avoir quelques petites surprises. Donc, les mesures au nano-VNA, c'est possible parce que de plus en plus d'OM ont des nano-VNA. On va bien veiller à faire un calibrage avec un circuit ouvert, un circuit de court-circuit et une charge de 50 ohms à l'extrémité du feeder du côté antenne. Oui, on va calibrer là-bas. Donc tout le feeder, c'est comme s'il n'existait pas. Et c'est comme si on mettait, à la limite, le wattmètre ROS-mètre, ou ici le VNA, directement à l'antenne. Donc c'est comme ça qu'on procède. On va voir après ce qui se passe avec les wattmètres ROS-mètre. Donc on met le plan de mesure qui se situe ainsi directement au connecteur d'antenne. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on s'attend à ce qu'on ait un rapport d'onde stationnaire qui ne soit pas proche de 1 sur 1. Ici, on voit qu'on a un minimum de rapport d'onde stationnaire à une fréquence de 435 MHz. On peut avoir aussi l'affichage de la bague de Smith et donc mesurer l'impédance. Ici, je n'ai pas activé le marqueur de la bague de Smith, mais j'ai uniquement activé sur la nano-VNA le marqueur pour le rapport non stationnaire, dont on peut afficher l'échelle ici, et on voit ici qu'on a un rapport non stationnaire de 1,94. Bon, ben, on va dire que c'est un rapport non stationnaire de 2 sur 1. Donc, ça permet aussi de voir l'impédance de l'antenne. Oui, l'impédance de l'antenne au connecteur d'antenne, parce qu'elle n'est pas la même plus loin dans le feeder. Donc, si on veut savoir si l'antenne est plus ou moins inductive ou plus ou moins capacitive, c'est à l'antenne qu'il faut aller la mesurer. Alors, pour des rares OM qui ont ce genre de truc, ça c'est mon VNA portable. Bon, alors, j'étais dans le jardin, hein, bon, donc je ne suis pas dans le labo, hein. Voilà. À la place du S-parameter T7, j'ai mis un transmission réflexion T7, puisque je n'avais qu'une mesure de return loss à faire. Et donc, voilà ce que raconte le VNA. Ben, il raconte exactement la même chose que le nano-VNA, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a un minimum de ROS qui vaut 2,12, oui, bon, 1,99, 2,1, bon, ok, on ne va pas se frapper la tête. Hein. Donc c'est une mesure très proche de celle du nano-VNA, très bonne nouvelle, donc à la limite, pas besoin de ce gros appareil-là. Et ici, j'ai affiché le marqueur sur la bague de Smith où on voit que l'impédance fait 24 ohms plus J 9 ohms. Ah! Ça fait combien une antenne grande plane avec un truc tout plan? Ça fait 36 ohms comme on apprend en théorie. Oui, mais il y a la théorie et la pratique. Donc comme nous sommes aujourd'hui pour la pratique, on va un peu se poser certaines questions. Si on regarde un petit peu cette courbe, on voit que ici le minimum de ROS, en fait, il n'est pas exactement 435, il est un tout petit peu plus loin, il est un tout petit peu plus haut. On constate que sur la bague de Smith, ça c'est le lieu géométrique de l'impédance en fonction de la fréquence que je suis en train de scanner entre 420 MHz et 450 MHz. On apprend qu'une antenne est à la résonance quand elle est purement résistive. Oui. Alors, si je prolonge un petit peu la courbe ici, je rencontre l'axe horizontal qui est l'axe des résistifs. Et ici, je me rends compte, tiens, je n'ai pas le minimum de ROS. Donc, première chose où on peut s'interroger, mais je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, la résonance de l'antenne ne se fait pas nécessairement au minimum de ROS. La résonance, c'est quand on est purement résistif. Mais dans la pratique, les radioamateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord déterminer le minimum de ROS, quel qu'il soit. Hein. Ici, on a un ROS de 2. Donc, si on prolonge un petit peu ici, et qu'on se met non plus au minimum du ROS, mais qu'on se met un peu plus loin, on voit que
de 25 ohms, ou 24-25 ohms, on va approcher les 36 ohms, donc les conditions de résonance de l'antenne. Alors, on va comparer avec un ROS mètre. Est-ce qu'il effectue les mêmes mesures? Est-ce que mon ROS mètre va indiquer 2 sur 1? On va voir. Donc, voici quelques wattmètres ROS mètre avec un vrai TX. Voilà d'autres wattmètres ROS mètre que connaissent bien d'autres OM. Alors, attention, ici, l'appareil est dans le shack. Je ne connais aucun radioamateur qui met son wattmètre ROS mètre juste au-dessus de l'antenne. Ça n'existe pas. Hein. Avec une caméra Bluetooth, oui. Dans le temps, on prenait un ampèremètre avec une perche et on regardait l'aiguille avec des jumelles. Mais ça, c'était du temps de Marconi. Ici, on est en 2014, soyons modernes. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir quand même se dire. C'est d'abord qu'un coax a toujours des pertes. Qu'on le veuille ou non, il a toujours des pertes. Donc, la mesure du ROS mesuré dans le shack, elle sera toujours plus petite que le ROS mesuré à l'antenne, parce qu'il y a les pertes du coax. Quand vous avez votre émetteur, vous mesurez la l'onde incidente, elle est tout près du TX, donc là, il n'y a pas de perte. Mais pour le réfléchi, il doit faire tout l'aller et tout le retour. Le réfléchi sera atténué, donc évidemment, le rapport non stationnaire sera évidemment plus favorable dans le shack. Donc déjà là, un ROS peut en cacher un autre. Mais vous allez voir, c'est comme en France. Hein, au passage à niveau, vous avez un train peut en cacher un autre. Je pense que c'est un excellent slogan. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui affectent l'incertitude de mesure. On va voir qu'un wattmètre et ROS mètre donne une indication tout à fait relative. Alors, je ne vais pas m'étendre. Aujourd'hui, je vais rester pratique. Je vais montrer sans démontrer, parce que ce sujet est déjà traité en long et en large dans d'excellents articles techniques, entre autres sur Internet. Il y a un petit peu à boire et à manger, mais il y a certains articles techniques qui sont vraiment très bien faits sur Internet. Alors, voilà un wattmètre ROS mètre OM, c'est celui de ON3 chez nous. Chez tous les OM, tout le monde connaît bien ça, avec les 2 aiguilles croisées. Et puis, qu'est-ce que l'on voit là-bas 2,3. Tiens, le VNA, il me dit, je devrais avoir un 99, 2 sur 1. Ici, j'ai 2,3. Et en plus, je suis dans le shack. Donc, je devrais avoir un petit peu moins que 2,0. Alors, il faut dire que j'ai utilisé un super câble Ecoflex de 5,30 m de long. Donc, j'ai quasiment pas de perte. Maintenant, si on utilisait un RG58 de 30 mètres, les choses en seraient autrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La mesure est un peu généreuse, comparée à celle effectuée au nano VNA. Ok, bon, d'accord. La précision est toute relative. C'est une simple indication dans l'ordre de grandeur. Tout le monde est content, il n'y a pas de souci. On n'a pas un ROS au-delà de 3. Donc là, on peut faire des QSO. Alors, pour des OM privilégiés, il y en a qui ont des Bird 43, comme ceci. Donc là, ça mesure non pas un ROS d'une manière directe, mais ça mesure une puissance incidente et ça mesure une puissance réfléchie. Et donc là, on a dans le manuel du Bird des ABAC où on fait un petit calcul et on en déduit un ROS ici de 2 sur 1. Donc on peut dire, allez, ça va, il est d'accord avec le nano VNA. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut acheter un Bird. Hein. Un ROS Daiwa, c'est bon aussi. Hein. Donc je n'oblige personne à utiliser des wattmètres Bird et je ne veux pas démontrer que les wattmètres Bird sont meilleurs que des autres wattmètres et ROS mètres OM. Il suffit de savoir comment interpréter les mesures. Bon, il y a aussi des wattmètres Pro pour des très rares OM. Bon, ici, on mesure 2 sur 1. Pas de souci, bon voilà, c'était vraiment pour dire, est-ce que au moins j'ai une idée du ROS que je mesure. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir justement l'adaptation de l'antenne avec un circuit Pi pour le fun. Donc en deuxième lieu, tailler l'antenne pour le minimum de ROS. 2, en deuxième lieu, adapter l'antenne au plus près de celle-ci. Oui. En HF, il n'y a personne qui fait ça. Hein. On a le transceiver
on a le linéaire 2 kW, on a le coupleur Palstar Dominique Bildlatke Tank, et puis on a l'échelle à grenouille qui fait 150 mètres, et puis on a le ballon, et puis enfin on a l'échelle à grenouille, et puis on a le dipôle. Ou bien on a un coax, on a un ballon, et puis une échelle à grenouille, ou bien on a un câble coax, on a le ballon, et puis on a le dipôle. Bon, en UHF, en VHF, on fait un peu autrement. On essaye d'adapter les choses au plus près de l'antenne. Alors, voici un petit circuit tout fait, mais ça se construit très facilement en construction OM. Et ici, on va le mettre le plus près possible de l'antenne. Le but, c'est d'avoir un rapport notationnaire le plus bas possible dans tout le long du feeder. Alors, je vais en profiter pour montrer l'utilité de la bague de Smith et illustrer ça sur un logiciel gratuit. Après l'exposé, je ferai en 5 minutes en live, je vais vous montrer sans calcul, avec la souris, la roulette de la souris, pim pam pum, vous faites un circuit pi et vous déterminez un step, sans calculer, sans mathématiques. Alors, ici, qu'est-ce qu'on se propose de faire? C'est un petit circuit pi. En UHF, on s'imagine bien que les connexions doivent être très courtes, parce que là, ça commence à compter. En onde courte, on peut avoir des connexions de 20 cm de long. Ça ne va vraiment pas influencer les histoires. Il ne faut vraiment pas se tracasser. En VHF, c'est déjà un peu plus délicat, mais en UHF, ça commence vraiment à compter. Alors, je vais essayer d'avancer. Le circuit pi, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un logiciel qui montre la bague de Smith. Ici, le logiciel SimSmith de AE6TY est vraiment très très bien fait. Il y en a d'autres, mais celui-ci, je l'aime bien. Les choses se montrent un petit peu d'une autre manière parce que le TX, il est là et l'antenne, elle est là. Donc, on va de droite à gauche. Bon, le logiciel, il est fait comme ça, c'est le choix du concepteur. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici l'impédance mesurée par le nano VNA. Mais attention, l'impédance vraiment de l'antenne. Pas celle qui est différente et qui serait mesurée au début du feeder. OK? Donc, on met les 24 ohms et les 9 ohms, plus J9 ohms. Et puis, ici, sans grande explication, il y a moyen d'adapter une impédance. Le but, c'est comme dans la grande vadrouille, celui qui a la mitraillette et qui doit tirer dans la cible, mais qui voit deux avions, là. Bon, d'accord. Donc, on essaie de viser le milieu de la cible. Bon, alors, on a des condensateurs en parallèle. En parallèle, on sait bien qu'une association d'impédance en parallèle, on fait la somme des inverses. Donc, on ne va pas travailler en réactance, on va travailler en inverse de réactance, en susceptance. Donc, on a sur la bague de Smith des cercles à résistance constante, à réactance constante, mais on a aussi, si on miroite le tout, on a des cercles à conductance constante, c'est l'inverse de la résistance, et des arcs de cercle à susceptance constante, qui est l'inverse de la réactance. Donc je suis en parallèle, je vais ajouter des susceptances. Donc je suis un cercle à conductance constante, et puis je suis en série. Donc je vais me remettre sur des cercles à résistance constante. Et puis je remets une capa en parallèle, donc je me remets sur des cercles à conductance constante, et je m'arrange pour que le chemin ici, je m'approche par expérience plus ou moins vers l'axe résistif. On pourrait aller plus loin et plus remonter, on peut faire des boucles. Mais ici, c'est une règle de bonne pratique. Ensuite, on essaye d'avoir une bobine qui va se ramener sur le cercle à conductance constante, qui va justement passer par le centre de la bague. Bon, je n'en dis pas plus, je vous inviterai un jour, si vous le désirez, à vous en apprendre un peu plus sur la bague de Smith. Donc, qu'est-ce que ça donne le circuit pi au nano VNA? Waouh! Un ROS de 1, 0. Ça, il n'y a personne qui a jamais eu ça au wattmètre ROS-mètre. C'est une adaptation de rêve, ça. 2 capas, une bobine, un tout petit machin, et vous avez une adaptation de rêve. C'est super FB. Qu'est-ce qu'il dit le gros VNA? Il raconte exactement la même chose.
au décimal près, mais ça, bon, on s'en fout des décimales près. Donc l'antenne est à présent parfaitement adaptée sur la fréquence voulue, à 435 MHz, le marqueur, j'ai vraiment un minimum de minimum. Et puis, un nano VNA, ça donne des mesures parfaites sur des antennes, même en UHF, à 70 cm, bonne nouvelle. Donc pour 50 €, vous faites des mesures de rêve, pas besoin de gros VNA. Avec 50 balles, on s'en sort. Ça, c'est des méthodes OM pratiques. Bon, qu'est-ce que ça donne après adaptation sur un wattmètre ROS-mètre OM? Oh, 1,45 sur 1. Oh. Alors qu'en principe, je devrais même être un peu plus petit. Oh. Ah, surprenant. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Rien. On va essayer de réfléchir. Bon, maintenant, qu'est-ce que dit la pratique? Un wattmètre ROS-mètre, ça donne une mesure indicative. À la limite, les wattmètres ROS-mètres, ils ne devraient pas avoir des chiffres sur le cadran. Ils devraient avoir deux indications. De 1 sur 1 jusqu'à 2 sur 1, zone verte, on peut faire des QSO. Au-delà de 3 sur 1, zone rouge, on ne fait pas des QSO. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas besoin de wattmètre ROS-mètre de rêve. C'est bon ou c'est pas bon? Alors, je vais juste vous montrer que, en fait, la directivité du coupleur directionnel qui se trouve à l'intérieur de ce machin-là, ça détermine le ROS que je vais appeler minimum mesurable. Mais ça, c'est un abus de langage. Donc, détermine le minimum ROS mesurable, ce n'est pas rigoureux, mais c'est un abus de langage. Vous allez un peu mieux comprendre par la suite. Bon, on va comparer avec un beurre pour voir si ça ne raconte pas trop des conneries. Bon, ici, on voit qu'on a un ROS de 1,13. Oui, bon, d'accord, très bien. Mais un BERT, ça ne mesure pas mieux qu'à plus ou moins 5%. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un BERT aille vous donner une mesure de rêve. C'est à plus ou moins 5%. Ici, un dixième de watt de réfléchi. On ne réfléchit même pas. On fait des QSO directement. Ça n'empêche pas de faire des QSO. Donc, quand on voit que l'aiguille du réfléchi tombe à 0, bon, voilà. Alors, petite remarque, si vous voulez vraiment améliorer la précision de la mesure que vous voulez faire avec un wattmètre ROS-mètre qui donne la puissance incidente et la puissance réfléchie, BERT recommande qu'on prenne, pour la mesure du réfléchi, un bouchon dont l'étendue de mesure en puissance est un dixième du bouchon qui a servi à la mesure de la puissance directe. Donc j'aurais dû mettre ici un bouchon, c'est 50 watts, donc j'aurais pu mettre un bouchon de 5 watts. Depuis lors, je me suis commandé 2-3 bouchons supplémentaires. Petite remarque aussi, dans un appareil avec un galvanomètre, on essaye que la déflexion de l'aiguille soit au moins ici des 2/3. Si vous voulez faire une mesure de 5 watts avec un bouchon de 50 watts, bon, vous allez à peine avoir une déflexion de l'aiguille. Pour le réfléchi, on ne va pas dire grand-chose. Donc, j'aurais peut-être même pu, avec le pilotage du drive du TX, diminuer la puissance à 25 watts pile, mettre un bouchon de 25 watts. Comme ça, j'aurais vraiment eu le maximum de déflexion. Et puis alors, à ce moment-là, j'aurais pris un bouchon de 2,5 watts, que j'aurais mis en inverse et j'aurais eu un peu plus de sensibilité pour la mesure du réfléchi. Mais écoutez, un dixième de watt de réfléchi, on ne réfléchit pas. Bon, le wattmètre pro, qu'est-ce qu'il dit 1,05. Oui, mais bon, ça veut dire quoi ça, 1,05 ? Oui, ça n'arrive jamais. Quoique maintenant, il y a des wattmètres ROS-mètres Pro qui savent mesurer des rapports d'oscillationnaire de 0,9 sur 1. Mais bon, soit, c'est d'autres choses. C'est dans des technologies de load pull. Bon. Donc, il faut rester critique. Il ne faut pas acheter des wattmètres Pro. Ça ne sert à rien. Bon, ça ne fait que confirmer la mesure et pas de conclusion hâtive. Je n'oblige personne à acheter ce type de matériel. Voilà. Alors, un ROS peut en cacher un autre. Et là, je vais vraiment vous réserver une petite surprise à la fin de l'exposé.
comme au passage à niveau. Un train peut en cacher un autre. Vous allez vraiment voir. Alors, maintenant, quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est de faire une adaptation qui est encore plus simple. C'est avec un stup. Alors, qu'est-ce que c'est un stup? C'est ceci. Et c'est même encore plus simple. Voilà ce que c'est un stup. Un morceau de coax qui est soit en circuit ouvert ou soit en court-circuit. Moi, personnellement, je préfère travailler avec des courts-circuits. Comme ça, j'ai un court-circuit franc, je sais ce que je fais. Mais voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stup, il doit se placer à un certain endroit par rapport à l'antenne. Dans le temps, c'était mission infaisable, hein, impossible. Hein. Maintenant, avec les nano-VNA, on va voir, et les logiciels de simulation SimSmith, on va voir que sans le moindre calcul, il y a moyen de déterminer la longueur qu'il faut ici. Ça tient des centaines de watts, ça coûte pas cher. Il y a quoi? Un T-coax, 1, 2, 3 connecteurs type N, 30 cm de coax, et vous faites une adaptation de rêve avec un stup. On va le voir. Donc, c'est pas cher du tout. Hein. Donc, le stup, voilà comment il se place sur l'antenne. Donc, il doit se placer à une certaine distance. C'est très facile à déterminer avec la bague de Smith et les logiciels SimSmith. Et voilà les mesures au millimètre près. Alors oui, attends, VHF, oui, mais UHF, ça commence à devenir délicat, hein. Millimètre près, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est que dans les livres. Mais non, 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 vous allez voir, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Alors, voilà comment on fait. On a de nouveau ici l'antenne qui fait 24 ohms plus J 9 ohms, donc elle est légèrement inductive. On va placer un stup en court-circuit que je mets en parallèle, c'est plus facile. Il y a moyen d'en mettre en série. C'est plus facile de les mettre en parallèle parce qu'il suffit de mettre un T-coax et il est directement en parallèle dessus. Et alors, on va voir que lorsque on a l'impédance de l'antenne qui se trouve là, R plus Gx, et qu'on se déplace le long du feeder, eh bien, on va tourner sur un cercle à rapport d'onde stationnaire constant. Donc, on se déplace. Et sur l'extérieur de la bac, il y a des graduations en longueur d'onde, en fraction de longueur d'onde électrique. Lorsqu'on se déplace de l'antenne vers le générateur, on tourne comme ça. Si on faisait le contraire, on tournerait dans l'autre sens. Donc, ici, on va tourner. Et on va tourner jusqu'où? Jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Eh bien, on va essayer de tourner jusqu'à ce qu'on rencontre, comme je suis en parallèle, sur un cercle à conductance constante. Et justement, celui qui passe par le centre de la bac. Alors, je pourrais faire un petit bout de chemin et puis après, avec le stub, me ramener comme ça. Donc, à ce moment-là, il faudra un stub qui se comporte soit comme une bobine, soit un condensateur. Ça dépend de la longueur. Comme ça, on sait qu'on va peut-être dans ce sens-là, mais ici, je tourne dans l'autre sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou bien, on se dit, oui, mais si je dois placer un stup à 1/2 cm du connecteur d'antenne, mission impossible. Donc, c'est très simple. Il suffit d'aller un peu plus loin, de rajouter un petit peu de la longueur du premier segment en magenta. On fait encore un chemin le long de la ligne de transmission vers le générateur, jusqu'à ce qu'on rencontre de nouveau ce cercle à conductance constante, et puis là, on va prendre un stup qui va se comporter non pas comme ceci, mais qui va se comporter comme ceci, et on atteint la cible. Alors, bon, ça c'est bien dans la théorie avec les logiciels, maintenant on va voir dans la pratique. Premier coup d'essai, ah waouh! Ah ouais, quand même. Donc SimSmith, ça marche. J'ai pas fait un seul calcul. Hein. Il m'a dit, il faut te placer à 21 cm et il faut faire un stup de 7 cm et demi en court-circuit. Donc premier coup d'essai, ben, c'est presque ça. Mais c'est un peu trop bas en fréquence. Ah ah. Bon, oui, ok, d'accord. De toute façon, l'adaptation est déjà presque parfaite. Parce qu'on voit que le ROS, il est toujours vraiment extrêmement bas. Hein, très proche de 1 sur 1. Alors, ce qu'on voudrait bien faire, c'est adapter à 435 MHz. Bon, ben, on va reprendre le logiciel SimSmith
Et on va jouer sur les longueurs. Alors, ce qui est magique, c'est extrêmement intuitif, c'est qu'on va s'apercevoir que si on modifie ici la longueur du stop, on va voir cette courbe dont le minimum va rester à la même fréquence, mais la courbe va remonter, va redescendre, remonter ou redescendre quand on va agir là-dessus. Donc on sait déjà bien que ce n'est pas sur la longueur du stup. L'adaptation, elle était déjà presque parfaite, donc la longueur du stup, elle est bonne. La longueur de ce machin-là, les 7 cm et demi, 8 cm et demi, c'était déjà bon. Maintenant, il me reste à déterminer ça. Et je m'aperçois que quand je joue sur les curseurs et que j'agis ici sur la longueur de ce segment-là, toute ma courbe va se déplacer. Et je vais l'amener là où je veux, à 435 MHz. Voilà. Bon, on va mesurer au nano-VNA. Ben voilà comment il fonctionne le stub. Attendez, c'est quand même magique, hein? Vous vous rendez compte? J'ai mis 8 cm en court-circuit. Je l'ai mis à 20 cm. J'ai une adaptation de rêve et ça tient des centaines de watts. Alors, bon, qu'est-ce qu'il dit le gros VNA? Ben, il raconte la même chose. Donc, de nouveau, même conclusion, hein. Le nano VNA, ça donne d'excellentes mesures, hein. Et alors, on voit que ici, je me trouve vraiment pile au centre de la BAC, hein. Je suis pile à 50 ohms, j'ai 50 ohms plus ou moins J0, quoi. Alors, bon, on va faire les mesures au wattmètre. Ben, de nouveau, on va arriver plus ou moins aux mêmes conclusions, hein, que le wattmètre là, il est un peu généreux, que au wattmètre Bird, bon, ben oui, 1,13, ben de nouveau, ok. Un ROS peut en cacher un autre. Et puis, avec le wattmètre Pro, si, monsieur, moi j'ai un wattmètre ROSmètre numérique. J'ai 3 chiffres significatifs, donc je peux mesurer que j'ai un ROS de 1,001. Si, monsieur, je vous le dis dans la pub. Si, je vous assure. Non. Ça, je ne crois pas ça une minute. Jamais. Jamais. Vous auriez très bien pu lire 1,15 sur 1. Donc, ce n'est pas parce que ça s'appelle Tartampion que c'est meilleur que les autres, hein. Bon, on va voir pourquoi. Alors, ben, soyons fous. Retournons dans le jardin. Noëlla a fait une super belle pelouse, bien verte. On va aller dans la bande des 23 cm. Donc voilà, c'est ceci, c'est tout petit. Une tôle aluminium, des machins de récup, bon voilà. Et ce petit machin-là, vous pouvez le faire maison, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, première chose, premier réflexe, en premier lieu, tailler l'antenne pour obtenir le ROS minimum à 1280 MHz, parce que j'ai décidé que je voulais accorder à cette fréquence-là. C'est mon choix. Deuxième lieu, adapter l'impédance par un circuit pi pour le fun. Donc, voilà pardon, le petit circuit pi que j'ai mis, 2 condensateurs et une bobine. On fait les mesures au nano VNA et on va comparer. Hélas, je ne disposais pas de ROS mètre pour des mesures au-delà de 1 GHz. Même avec un Bird 43, vous ne trouverez pas des bouchons dont les fréquences sont supérieures à 1 GHz. Je pense que c'est la limite. À ma connaissance, à moi. Maintenant, peut-être que les professionnels ont peut-être d'autres choses que je ne connais pas. Voilà. Moi, je suis radioamateur. Donc, les mesures au nano VNA. Oh! Voilà! Ça, c'est des fameux tire-bouchons, hein. Ben, on va essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit le VNA? Ben, il donne des courbes un peu plus régulières. Alors, bon, attention. Ici, j'ai mis l'échelle du rapport non stationnaire. Je pourrais parler en return loss. Mais pour nous, c'est peut-être plus parlant de parler en ROS. J'ai mis l'échelle ici à 1,5 par division. Okay, donc j'ai 1 sur 1, j'ai... Bon,
J'ai 1,5 à peu près, oui, 1,4, ok. Ici, j'ai mis une échelle de 2 dixièmes par division. Donc, j'ai 1,2, 4, 6, 8, 10. Donc, je suis à peu près un ROS de 2 sur 1. C'est ce qui était attendu pour une grande plaine comme moi je l'ai fait. C'est vrai en UHF, comme vous avez celui avec la tôle en cuivre au milieu de la table, ben, c'est tout aussi vrai là-dessus. Hein. Bon, ça ne va pas changer le monde. Hein. Bon, on peut se poser une question, pourquoi? Pas de conclusion hâtive. Un anneau VNA est un excellent appareil. Un anneau VNA est un excellent appareil. Un anneau VNA est un excellent appareil. Bon. Alors, il y a une chose qu'il faut tenir compte et qui devient critique quand on monte dans des fréquences élevées où la longueur d'onde devient toute petite comme ça. C'est que pour faire le calibrage circuit ouvert, court-circuit et puis charge, ben, il y a quand même un petit peu des paramètres dans ces calibres-là. Malheureusement, je ne suis pas parvenu à faire fonctionner valablement le logiciel NanoVNA Saver parce que là-dedans, vous avez des paramètres pour mettre les paramètres des calibres. Ce qui veut dire que le court-circuit, par rapport au plan de mesure du connecteur, il va se trouver à 3,5 mm du plan de mesure du connecteur. Que le circuit ouvert va être comme ça. Que la charge, vous avez un beau long cylindre coaxial pour mettre la charge au bout, parce qu'une question mécanique et une question de pouvoir mettre la charge, ça a été construit comme ça, donc la charge se trouve un peu plus loin. Donc si on fait un calibrage avec les calibres, enfin moi j'ai utilisé les calibres du gros VNA, je les ai utilisés sur le nano VNA parce que mon feeder il est en Ecoflex 15 et j'ai des connecteurs type N. Donc je ne pouvais pas mettre des SMA. Et puis, je ne voulais pas commencer à jouer avec des adaptateurs. Et puis, je ne savais pas non plus si les paramètres des calibres en SMA avec l'adaptateur étaient paramétrés correctement dans le nano VNA. Donc, pas de conclusion hâtive. Il faudrait un peu creuser ce sujet et essayer. Voilà. Donc, sur le logiciel SimSmith, je vais aussi, sans calculer, déterminer mon circuit pi par la même méthode tantôt. Et alors, comme ça devient critique, 2 mm de connexion à la pine d'un connecteur type N, j'ai même poussé la plaisanterie à de dire, voilà, j'ai ici les petites connexions. La bobine, c'est une demi-spire. Hein. C'est magique en 23 cm, c'est extraordinaire. Hein. C'est une bobine. Hein. Donc ici, j'ai quand même des petites connexions, elles font 2 mm. Donc, vous allez sur Internet, vous avez wire length, coefficient de self-induction calculator. J'ai un fil de 10 dixièmes de millimètre de diamètre qui fait 2 mm de long. Je suis à telle fréquence, c'est tel coefficient de self-induction. Donc, j'ai poussé la plaisanterie à mettre ici les petites self parasites que j'ai estimé que ça valait 560 pico-Henry. Pico-Henry, donc c'est très peu. Mais j'en ai tenu compte. Et pour voir si vraiment ça a une incidence, oui, ça en a une petite, on le voit là-bas. Mais donc, en jouant sur les bobines et les capins, vous allez organiser les choses de telle manière à ce que votre circuit pi fonctionne. Bon, au nano VNA, avec le circuit d'adaptation. Bon, de nouveau, hein, je n'ai pas mis les paramètres des calibres. Hein. C'est là qu'on voit que ça a quand même une importance à ces fréquences-là. Mais, bonne nouvelle, parce que je vois quand même que mon tire-bouchon est tiré, il s'est un peu racrapoté et il s'est mis vers le centre de la bac. Maintenant, la courbe du ROS, en fonction de la fréquence, c'est toujours du spaghetti bien cuit. Qu'est-ce que dit le gros VNA ? Oui, bon, d'accord, j'ai utilisé les bons calibres. Ça ne veut pas dire que ça marche mieux que ça. Hein. Attention, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça ne marche pas mieux que ça. Ça marche très bien. Mais il faut paramétrer les calibres dedans. Sinon, vous allez avoir des échos, enfin, abus de langage, des échos... enfin, vous n'allez pas avoir un calibrage où on normalise toutes les imperfections du câble de mesure. Bon. Ben, même à 23 cm, c'est possible d'adapter une antenne avec un ROS de rêve. Hein. Bon, en admettant que je crois que c'est 1,009, bon,
Je pense que ça ne raconte pas trop de conneries, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas à 1,4 sur 1, vous êtes à 1,1. Bon, vous êtes bon. Hein. Donc, de nouveau, pas de conclusion hâtive sur le nano-VNA. Alors, on peut se poser la question, comment vérifier un ROS mètre? Alors, je remercie un radioamateur du club qui m'a dit, ben oui, on peut faire ça avec des atténuateurs. Et je ne le savais pas, et il m'a appris comment faire. Donc, on prend un atténuateur, la petite boîte en rouge ici, on met un court-circuit à la sortie. Alors, on pourrait mettre un circuit ouvert. L'expérience en UHF montre qu'on n'a pas toujours les mêmes mesures quand on met un circuit ouvert ou un circuit fermé. Bon, ça c'est vraiment des tips, des petits carins qu'on peut aller chercher. Je ne vais pas m'étendre sur l'explication, mais il y en a. Donc, la pratique fait que, on fait toujours les mesures dans les mêmes conditions avec un court-circuit. Alors, bon, ben, comment est-ce qu'on peut faire? On met un atténuateur de 3 dB. Donc, GLTX, il va me donner l'onde directe, l'onde incidente. Je vais atténuer de 3 dB, je vais revenir, j'aurai atténué de 6 dB. Donc, j'aurai une perte de retour de 6 dB. Vous allez sur Internet, vous mettez Return Loss to SWR Calculator, vous mettez 6 dB, poum, il vous sort que c'est un rapport non stationnaire de 3 sur 1. Vous faites la même chose avec un atténuateur de 6 dB, vous avez 12 dB de Return Loss, et donc en principe, vous devez mesurer un rapport non stationnaire de 1,6666667 sur 1. Alors ici, avec un atténuateur de 6 dB, 2 atténuateurs de 3 dB, 2 atténuateurs de 1 dB et le court-circuit, ben, j'ai commencé à faire toute une série de return loss et donc toute une série de rapports non stationnaires. Alors il y a moyen de voir s'il y a moyen de mesurer un rapport non stationnaire théorique de 1 sur 1. Si vous prenez un atténuateur de 20 dB ou de 30 dB, comme ici, pour les puristes, vous allez mettre une charge étalon de 50 ohms. Mais attendez, vous mettez un circuit ouvert, vous mettez un court-circuit, vous mettez une charge. Quand vous avez un atténuateur de 20 dB, vous avez un return loss de 40 dB. C'est un rapport non stationnaire de 1,06 sur 1. Bon, on rigole, quoi. Alors, attendez. Un atténuateur de 30 dB, return loss 60 dB. Ça, à la limite, en ROS, c'est pratiquement immesurable. C'est 1,04 sur 1, c'est vraiment la limite. Donc, pas vous tracasser pour ça. Bon, petit bémol, on va voir que la directivité du wattmètre ROS-mètre a une certaine importance. Et il faut aussi aller voir dans les datasheets du constructeur que l'atténuateur, il a déjà, lui, à l'entrée, même si on met une charge de 50 ohms, il aura quand même un certain rapport d'onde stationnaire parce que l'atténuateur n'est pas parfait. Si vous prenez des atténuateurs chinois ici, oui, vous aurez un rapport d'onde stationnaire minimum acceptable pour les besoins dans le cas de radioamateurs. Si vous êtes dans un laboratoire de mesure, ben à ce moment-là, vous prendrez des atténuateurs d'autres marques. Alors, bon, alors ça c'est un graphique super, qui est tout simple et que j'adore. En un coup d'œil, vous allez découvrir quelque chose. Enfin, moi, j'ai découvert. J'ai eu un émerveillement devant ce truc. Parce que c'est là, au moins, que ça se fixe les idées. Bon, un ROS peut en cacher un autre. Donc, le wattmètre directionnel, le wattmètre ROS-mètre, il y a un coupleur directionnel. Je pense que c'est en 1959, dans le QST d'avril, que Brune a montré le pont où on met un morceau de coax et un torférite et quelques spires. Et aux deux extrémités de l'enroulement, on a d'un côté le direct, de l'autre côté du réfléchi. Ce type de coupleur, il y a moyen d'en fabriquer jusqu'à des directivités de 30 dB. En général, pour des trucs bon marché, la directivité, ben, elle est presque en dessous de 20 dB. Alors, ça veut dire quoi, le nombre de dB de directivité? Mais ça veut dire que le coupleur directionnel, il y a
une sortie qui va mesurer l'onde directe, l'onde incidente. Il y a une autre sortie qui va mesurer l'onde réfléchie. Mais ce n'est pas infini et ce n'est pas absolu. Il y a toujours une petite partie de l'onde incidente qui va repisser par le port de la mesure du réfléchi, et le réfléchi va repisser un petit peu aussi dans le port direct. Mais ça n'a aucune incidence parce qu'on amène la sauce là au départ. Donc, en général, le réfléchi, il est tout petit. Si on fait 1 divisé par 10, c'est un dixième. Si on fait 1 divisé par 100, c'est un centième. Si on fait 1 divisé par 1000, c'est un millième. Donc, le retour, on a des choses très petites. Bon, donc, imaginons que j'ai un wattmètre ROS-mètre dont le coupleur directionnel a une directivité de 10 dB. Ici, vous avez la mesure que vous faites. C'est ce que l'aiguille vous montre. Et ici, c'est la vraie mesure que vous devriez avoir comme si c'était en théorie. Donc, autrement dit, avec un coupleur directionnel ou un wattmètre ROS-mètre dont la directivité est de 10 dB, quand vous mesurez un rapport d'onde stationnaire de 1,8 sur 1, ben vous pouvez très bien avoir une mesure de 1 sur 1. Et d'autre part, si votre wattmètre ROS-mètre mesurait 1 sur 1, si vous avez un coupleur directionnel de 10 dB, ben, le ROS réel il pourrait être de 2 sur 1 ou de 1,8 sur 1. Donc un ROS peut en cacher un autre. Donc, ayez un regard critique quand vous avez un wattmètre ROS-mètre numérique qui vous montre j'ai tuné mon antenne avec les moteurs pour allonger les brins et j'ai un rapport d'onde stationnaire de 1,000 sur 1. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a une barre d'incertitude de mesure. Il y a une barre d'erreur. Donc, autrement dit, votre ROS, pour une charge étalon de rêve, il peut vous donner une mesure de 1 sur 1 ou une mesure de 1,8 sur 1. Alors, les wattmètres ROS-mètres des radioamateurs, ils ont, quand tout va bien en début de bande, une directivité de 20 dB. Donc, autrement dit, si vous mesurez ici, on va dire 1,2 sur 1, et vous ne tracassez pas, vous êtes bon. Hein. Donc, le wattmètre ROS-mètre d'Aiwa de ON3 Sheno qui mesurait 1,45 pour une adaptation de rêve, ben oui, la plus belle fille du monde n'a que ce qu'elle a à donner. Elle ne saura pas vous montrer mieux. Donc, avec une mesure de 1,45 ou 46 sur 1, ben, je pouvais, en fait, dans la réalité, avoir un ROS de 1 sur 1. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'arrête non plus. Hein. Si le wattmètre vous avait montré 1 sur 1, vous avez peut-être bien eu un rapport d'onde stationnaire, ici 20 dB, ben, oui, de 1,5 sur 1. Donc, un ROS peut en cacher un autre. Donc, il y a une incertitude de mesure. Pour des tas de phénomènes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut en être conscient et c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai pris le prétexte d'adapter une antenne pour vous montrer comment on le mesure au VNA, comment on le mesure au wattmètre ROS-mètre et d'avoir un regard critique sur la mesure. Donc cette barre d'erreur, il faut se dire que la directivité d'un coupleur directionnel n'est pas infinie. Donc voici un coupleur directionnel avec une... Oh, pardon, attendez, je vais tout de suite cacher ça. Donc, nous avons un coupleur directionnel avec ici où on mesure l'onde incidente, ici on mesure l'onde réfléchie, et puis on a un feeder, ça c'est la réalité, puis on a notre antenne qui n'est pas tout à fait 50 ohms, donc on essaie de mesurer le rapport d'onde stationnaire. Et donc, je vous ai dit que la directivité d'un coupleur directionnel, ben, il y a une espèce de repisse. Le gros du jus là qu'on envoie, on est censé le mesurer là, mais il y a une partie qui repisse dans l'autre port de mesure. Alors c'est justement là que vous allez mesurer le réfléchi. Mais le réfléchi, lui, il a fait un aller-retour. Donc vous avez une onde incidente qui repisse ici,
Et vous avez l'onde réfléchie que vous voulez mesurer. Et quelle est la phase entre les deux? Depuis Fresnel et Huygens, on sait bien que les ondes, ça fait des interférences. Donc on peut avoir des ondes constructives et on peut avoir des ondes destructives. Ah, bon, voilà, ça me met déjà un petit peu la puce à l'oreille pour savoir pourquoi j'ai cette fameuse incertitude de mesure et pourquoi un ROS peut en cacher un autre. Donc, l'angle de phase dépend de la distance où se trouve la charge, mais attention, c'est pas de conclusion hâtive. Hein. Lorsque le feeder est un peu plus long ou un peu plus court, le rapport donsationnaire ne change pas. Mais c'est la mesure qui va changer, qui va se trouver entre deux extrêmes de la barre d'erreur. Et on peut faire un petit schéma comme ceci. Donc imaginons qu'on a un rapport donsationnaire de 1,8 sur 1. Je normalise, je dis que ça c'est ce que je suis censé mesurer, 1,8 sur 1. Et puis, les deux vecteurs ils se composent en ondes constructives ou en ondes destructives. J'ai une certaine directivité du coupleur, donc j'ai une erreur de mesure. Donc on peut voir que la mesure peut aller de 1, c'est-à-dire le 1,8 sur 1. Je peux aller à 1 plus x ou à 1 moins x. Suivant la perturbation de ce qui repisse de l'onde incidente sur le port réfléchi. Bon, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. C'est pour un peu vous montrer avec un petit graphisme comment comprendre. Donc, j'ai presque envie de vous dire ceci d'une manière très pratique et très simple pour que vous compreniez. Le wattmètre et ROS-mètre, qu'est-ce qu'il fait? Vous roulez à 120 sur autoroute. Vous avez mis le cruise control. Vous êtes pile à 120. Et puis à un moment donné, le tachymètre, vous pliez l'aiguille vers la droite. Et vous dites, mais non, je roule à 130. Mais non, je roule à 120. La vitesse de la voiture, elle n'a pas changé. Hein. Maintenant, je raccourcis ou j'allonge le feeder. Je plie l'aiguille dans l'autre sens. Ça indique 110. Mais je roule à 110. Non. La vitesse de la voiture, elle n'a pas changé. Mais vous vous baladez dans des conditions de mesure entre les deux extrémités de la barre d'erreur. Voilà, si vous avez retenu ça aujourd'hui, je suis vraiment heureux. On peut voir ça sur un graphique en return loss. Bon, voilà. Et puis, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'un coupleur directionnel, ici vous avez un coupleur directionnel de rêve, professionnel, ultra large bande, entre DC et 40 GHz. Bon. Même les coupleurs directionnels de rêve, ils ont une directivité qui est fonction, entre autres, de la fréquence. Et on s'aperçoit en général que lorsque on travaille à des fréquences relativement basses, en VHF par exemple, on aura ici une directivité de à peu près 35 dB. Et puis quand on monte vers les UHF, on voit que même ce coupleur directionnel de rêve, il peut redescendre à une directivité de 15 dB. On a vu sur le graphique magique l'incidence, l'impact de la directivité d'un coupleur directionnel sur l'incertitude de mesure. Voilà. Le plus important, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Vous oubliez tout, mais ça vous retenez. Première chose à faire, vous taillez l'antenne pour avoir le minimum de ROS. Je sais bien, l'impédance, la résonance, c'est quand l'impédance est uniquement résistive, mais on a vu que, bon, en pratique, c'est comme ça qu'on fait. Deuxième chose à faire, c'est adapter l'antenne au plus près de celle-ci, parce qu'on est en VHF, parce qu'on est en UHF. Avez-vous déjà vu, peut-être chez certains, mais un coupleur avec tune-in loading et la bobine à roulette en VHF-UHF? Il y en a certains, mais rare. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une antenne Yagi? Parce qu'il n'y a pas que les grandes plaines. Dans les antennes Yagi, on va faire un dipôle et on va s'arranger pour que le premier directeur et les suivants soient à une certaine distance
de l'élément rayonnant pour ramener directement l'antenne à 50 ohms. Ceux qui font de la VHF le savent bien. Hein. Voilà. Donc, une adaptation par stup, elle est très facile à réaliser, même en UHF, et ça ne coûte pas cher. Un anneau VNA donne des mesures parfaites sur des antennes UHF dans la bande 70 cm. Jusque-là, vous pouvez franchement y aller. Je vais vous les montrer. Donc, en VHF, évidemment, ce sera encore plus facile. Cela vaut la peine d'en apprendre un peu plus sur la bague de Smith et sur les logiciels basés sur cette bague pour réaliser facilement des circuits d'adaptation d'antennes UHF. Et il y a, par exemple, le logiciel SimSplit. Je vous demanderai encore 5 à 10 minutes de démonstration après l'exposé. Un wattmètre ROS-mètre donne une mesure indicative et toute relative, mais toutefois suffisante pour pouvoir faire des QSO et cela n'empêche pas de dormir. Est-ce que tout le monde est bien d'accord? Voilà. On ne va pas se frapper la tête pour avoir un rapport notationnaire de 1,002 sur 1. Donc, la mesure du ROS au moyen d'un ROS-mètre, en particulier pour des faibles valeurs de ROS, est délicate et est sujette à des incertitudes de mesure de plusieurs types. Je ne vais pas nommer tous les types. La directivité d'un coupleur directionnel d'un ROS-mètre a un impact déterminant sur l'étendue de la barre d'erreur, donc l'incertitude de mesure du ROS, et sur le ROS minimum mesurable. C'est un abus de langage. Quand je dis ROS minimum mesurable, c'est un abus de langage. On a bien vu que quand on mesure 1,8 sur 1, on peut peut-être avoir 1 sur 1, et quand on mesure 1 sur 1, on peut peut-être avoir aussi 1,8 sur 1. Ça dépend des conditions de mesure. Il y a d'autres phénomènes. Hein. Le câble coax, si vous prenez un RG400, il est défini 50 ohms plus ou moins 3 ohms. Donc vous êtes entre 47 et 53 ohms. Donc là aussi, il peut se comporter comme adaptateur quart d'onde si vous êtes justement un multiple impair de quart d'onde ou vous donnez le reflet de la charge. Si vous... Mais on n'accorde pas une antenne avec la longueur du feeder. Hein. Non. Hein. Donc attention de ne pas tomber dans les mythes. Hein. Donc, il y a d'autres facteurs qui influencent l'incertitude de mesure. Il y a d'excellents articles sur Internet. Et attention de ne pas tomber dans les pièges de certains mythes. Donc, lorsque on allonge et qu'on raccourcit légèrement le feeder, qu'est-ce qu'on va faire? On roule à 120 et on plie l'aiguille un peu vers la droite ou un peu vers la gauche. C'est l'incertitude de mesure du wattmètre ROS-mètre. Ce n'est que là-dessus que vous allez vous balader. Vous allez vous balader dans la barre d'erreur de l'incertitude de mesure. Le ROS, il sera le ROS. Mesurer, c'est savoir, mais comment savoir comment mesurer? Meten is weten, maar hoe weten te weten. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un radioamateur de club, bien connu et apprécié de tous. Et donc voilà, il y a moyen de vérifier un ROS-mètre avec des atténuateurs dont la sortie est en court-circuit. Et je vous remercie pour votre attention. Avez-vous des questions? Merci.